Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours ANA dispense des cours de théâtre, de comédie musicale, des cours de chant, des cours de stand-up, des cours d'improvisation. Mais le cours ANA, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, si je vous dis Burger Quiz, Victoire de la musique, Les enfants de la télé, Energy Music Awards et surtout Star Academy, cela vous dit sûrement quelque chose. Mais si je vous disais que derrière toutes ces émissions se cachait une femme aussi extraordinaire qu'importante, qui a travaillé sur les émissions les plus connues de France pendant des années et qui, grâce à qui nos soirées nous ont autant fait rire. Aujourd'hui, directrice des programmes et de la musique sur la station de radio France Bleu, nous avons l'honneur de recevoir Nathalie André au micro avec Johanna. Bonjour, quelle intro. Bonjour Nathalie. Ça fait, tout à coup, je me dis, oh là là, quelle carrière extraordinaire. Mais c'est vrai, 44 ans de carrière, ouais. Vous venez juste de le dire. Merci déjà. On vient de me décorer de l'ordre du mérite. Alors, je me la pète un peu depuis une semaine. Je l'ai appris par hasard sur Twitter. Ah bon ? Par un journaliste qui m'a envoyé ça. Et j'étais très fière. Mais il faut. Ouais. Alors, un CV incroyable. Est-ce que vous pouvez nous raconter juste un petit peu le parcours ? Comment tout a commencé pour vous ? Oula, faut essayer de résumer très vite. Oui. Moi, je voulais être comédienne, je voulais faire du théâtre, donc je détestais l'école. Mon père était batteur de jazz et animateur de radio, et il nous a abandonnés lâchement quand j'étais jeune, donc on n'avait pas d'argent et il fallait que je travaille très vite. Donc j'ai commencé à travailler à 16 ans comme apprentie coiffeuse, ce qui m'a laissé un grand souvenir. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai détesté ça. Et puis, je suis rentrée dans la pub comme standardiste et puis comme chef de pub. Et un jour, en 83, à l'époque, on n'avait pas du tout d'internet, ni de portable, En 83, j'ai envoyé mon CV à 130 personnes du métier de la communication, des journaux, Marie-Claire, Elle, à toutes les radios. Et j'ai eu 2 réponses. Une réponse négative du magazine Elle et une réponse positive d'Énergie, la radio Énergie. Et je suis rentrée à Énergie comme chef de pub en 83. Et puis un jour, Max Guazzini est venu. On était au rez-de-chaussée de l'avenue d'Iéna, dans la cave. Toute la régie pub était dans la cave. Et les studios étaient au 6e étage. Et Max Guazzini est descendu dans mon bureau et il m'a dit « Canard, je pense que tu n'as rien à faire à la publicité. Je vais travailler avec toi. Tu vas venir et tu vas être mon assistante. » Bon, bah là, c'était la fête au village parce que d'abord, j'avais participé à la manifestation d'Énergie comme auditrice. J'ai été bercée quand j'étais jeune à Radio 7, qui était les premières FM. Et donc, rentrer à Énergie, pour moi, c'était extraordinaire. Voilà, j'ai envie de vous dire, on est apprenti coiffeur ? Coiffeuse ? Oui, enfin, je savais que c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais comme on n'avait pas du tout d'argent, que j'aimais pas l'école, que je voulais être comédienne absolument, je prenais des cours de théâtre avec une professeure du cours Florent qui s'appelait Arlette Jean et qui était une prof extraordinaire. Et moi, mon rêve, c'était d'être Maria Pacôme avant d'être dans les médias. Mais comme vous savez, quand on est quand on se retrouve jeune et que on se retrouve avec sa maman et son frère et que mon père s'était barré, on a envie un peu de se venger pour lui montrer que on va s'en sortir sans lui. Et c'était un peu ça mon objectif, c'était de lui montrer qu'il avait eu tort de nous abandonner et qu'on allait travailler et vivre sans lui. Et réussir. Et réussir, oui, enfin si on peut appeler ça réussir, oui, bien sûr. En tout cas, moi, je suis très fière de mon parcours. Ben moi, j'ai envie de Ma mère aussi, d'ailleurs. Moi aussi, je suis très fière. Vous aimez souvent dire que la réussite n'est pas individuelle, souvent collective, comme le dit la citation de votre bio Instagram. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Que signifie cette citation pour vous ?
Alors déjà, c'est une phrase de Nelson Mandela, donc j'aurais adoré l'inventer, mais elle n'est pas de moi. En tout cas, c'est une phrase que j'ai entendue, que j'ai, lue en 97, je crois. Et quand j'ai créé ma société, qui était la première société de programmation indépendante, ça n'existait pas à l'époque, j'avais accroché ça dans tous les bureaux de mon équipe et je trouvais que cette phrase représentait... Enfin, le truc, c'est comme sur les plateaux de télé, si vous parlez... je vous préviens, je suis très grossière. Si vous parlez n'importe comment au balayeur, quand vous allez lui demander de nettoyer toutes les paillettes sur le plateau, il va pas vous écouter. Donc, moi, je trouve que c'est un succès, c'est une équipe, c'est travailler en équipe, c'est discuter avec les uns, discuter avec les autres. C'est ce qui m'a permis, moi, en 87, quand je travaillais avec cette immense Marie-France Brière, qui était une grande productrice de télé, qui est toujours d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de lui dire un jour, Marie-France, pardon, je suis la petite assistante de l'émission sur la 5 avec laquelle tu travailles, mais je pense que Guèche Paty, Étienne est un tube énorme. Voilà, c'est des gens qui vous écoutent, et puis il y a d'autres sociétés où les gens ne vous écoutent pas, ou reprennent vos idées en disant j'ai eu une très bonne idée, et vous êtes en réunion, vous dites mais c'est la mienne. Voilà, moi j'ai toujours fait très attention à ça. Je trouve que quand on est jeune, j'ai eu des jeunes autour de moi, et j'ai encore autour de moi, c'est vachement bien de les écouter, parce qu'un jour, on m'a écouté, moi. En 2001, vous devenez directrice artistique de la Star Academy, jusqu'en 2008. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Alors déjà, en 98, je monte la première société de programmation. À la base, je suis toute seule et je décide que les contrats, à partir de 91 en télé, ce sont des contrats de 1 mois, puis 3 mois, puis 6 mois. C'est-à-dire que on était programmateur sur une émission. Avant, Michel Drucker, avec qui j'ai travaillé très longtemps, on signait des contrats sur 3 ans. Et à partir de 91... À partir de 98, on signe des contrats d'1 mois. Si l'émission marche, elle est renouvelée pour 3 ou 2. Et puis, si elle marche très bien, elle est renouvelée pour 6 mois. Et puis, si elle marche pas du tout, elle se casse la gueule. Donc, on ne peut plus embaucher de programmateurs. Et programmateur, c'est un métier qui est très méconnu dans notre métier. C'est pas un programmateur, c'est pas celui qui met les émissions dans les cases. Tiens, je vais mettre le prime le mardi soir, et puis la fiction le vendredi, et puis le divertissement le samedi. Le programmateur, c'est comme un casting director au cinéma. C'est quelqu'un qui se rend dans les salles de théâtre, qui va dans les toutes petites salles découvrir des nouveaux talents, qui écoute des singles et qui découvre des nouveaux artistes, qui va au cinéma et qui dit tiens, Sandrine Kiberlin dans Ridicule, ça va devenir une star. Voilà, ça c'est mon métier. Ou qui regarde à la télé, la première télé de Roselyne Bachelot, et qui dit il va se passer un truc avec cette femme, elle a une personnalité incroyable. Donc ça, avant, c'était des programmateurs qui étaient inclus dans les sociétés de production, et moi j'ai créé la première société indépendante de programmation. Mon premier client, c'était Dominique Farrugia, qui m'a confié la programmation de la grosse émission sur Comédie avec Alain Chabat. Et donc, avec cette société, j'ai travaillé avec Jean-Luc Delarue, qui m'a confié Ça se discute et Vie ma vie, avec France 2, où j'ai travaillé avec Patrick Sébastien, où je programmais toutes ces émissions. Et puis avec Michel Drucker, et puis les Victoires de la musique. Et puis un jour, Stéphane Courby et Arthur m'ont appelé pour programmer donc la programmation, c'est-à-dire la programmation artistique, les artistes dans Star Academy. Quand on m'a dit il va falloir faire venir des stars énormes pour chanter avec Jacques, Christophe, Christelle, qui arrivent de Clermont-Ferrand, d'Avignon et de Pétaouchnok, j'ai dit ça va pas être possible. Et j'ai commencé la première année, alors c'était passionnant parce que c'était TF1, c'était Étienne Moujotte qui dirigeait TF1 à l'époque, c'était une équipe de mecs très très durs. Il y avait Guillaume de Vergès, il y avait Étienne, il y avait Stéphane Courby et Arthur qui avaient toutes les idées artistiques. Et ils m'ont dit, voilà, chaque semaine, il y a des élèves qu'on a castés. Chaque semaine, il y a des élèves qu'on a castés et tu vas devoir faire venir des stars pour chanter avec eux.
Bon, bah là, je suis tombée de ma chaise. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et j'ai commencé à appeler tout Paris. Les premiers qui m'ont dit oui, alors déjà Pascal Nègre, qui était le patron d'Universal, a fait venir Florent Pagny comme parrain. Et on s'est retrouvés avec des élèves, enfin c'était la première Starac, qui ne savaient pas chanter, c'est-à-dire qui chantaient comme des brels. Donc c'était une catastrophe. Et les 3 premiers artistes qui m'ont dit oui, c'est Marc Lavoine, Danny Briand et Faudel. Et je me souviendrai toute ma vie quand je leur ai dit « Vous allez devoir partager votre chanson avec un élève ». Déjà, moi, j'arrivais pas à prononcer la phrase parce que je savais que Mario chantait n'importe comment et que... Enfin, ils chantaient tous n'importe comment, d'ailleurs. Il y en avait quelques-uns qui sortaient du lot. Je vous passe Jean-Pascal qui chantait vraiment... qui chantait pas, d'ailleurs. Et c'était très, très dur. Et puis, la première année a été... entre guillemets catastrophique, en audience. C'était la première télé de Nikos avec qui j'avais travaillé. Je faisais Union Libre avec lui sur France 2 avec Christine Bravo, donc je connaissais bien Nikos. Et j'ai dit à la production, toujours en tant que directrice de ma société NAO, j'ai dit à la production, écoutez, moi je veux bien travailler sur la Starac 2 si je fais le casting des voix. Et ils m'ont dit, ok. Donc, à partir de la 2e Star Academy, Pascal Nègre, qui était le président d'Universal, Bertrand Lamblot, qui était le directeur artistique d'Universal, et moi, on faisait le casting des voix, du chant, et Alexia Laroche-Joubert, Angélique Sansonetti et Mathieu Verne, qui est aujourd'hui le producteur de la Starac 2024, faisaient le casting qu'on appelle en télé-réalité psychologique. Va-t-il tenir dans le château? Va-t-elle avoir envie de sauter tous les garçons? Voyez, le casting un peu des personnalités qui rentraient dans le château. Et on avait imposé avec Pascal et Bertrand, on avait imposé qu'on ait au moins 6 voix exceptionnelles, en tout cas. Et là, je regrette de ne pas avoir de photos. Et là, on a lancé un casting à la télévision, parce qu'il n'y avait pas Internet, et on a demandé aux gens de nous envoyer une cassette. Voilà. Et dans ma société, au début, on était 1, puis 2, puis 3, puis 4, donc on était 6, 7 à l'époque. On a reçu 80 000 VHS. Et je me souviens être entourée de cartons. Et on ouvrait les cartons, on avait des pastilles, on mettait une pastille verte quand on avait envie de voir le chanteur, enfin l'élève, une pastille orange quand on n'était pas sûr, et une rouge quand il fallait qu'il dégage. Et dans le casting psychologique qui était fait par Alexia et Angélique, eux, ils mettaient du rouge quand c'était un cintré et qui avait une personnalité comme Jean-Pascal, qui était génial parce que c'était aussi le but de l'émission. Et donc, on s'engueulait. On finissait par se prendre la tête et ensuite, on convoquait tous les élèves. On envoyait 8000 entre 8000 et... Je ne sais pas combien, mais c'est un truc de fou parce que quand vous regardez les castings, vous regardez et puis à 2 secondes, vous avez envie d'arrêter et puis tout à coup, vous entendez quelque chose qui vous marque. Et en casting, on en a vu entre 800 et 1000 en 5 jours. Et là, on a fait les castings des 7 autres. Et là, on a fait les castings des 7 autres émissions. Je dirais plutôt des 4 suivantes, puisqu'après TF1 a voulu participer au casting. Ok. Alors nous, on est une école des arts de la scène. Et on a beaucoup de chanteurs qui rêveraient de rentrer dans cette future Star Academy. Qui n'est pas une télé-réalité pour moi, qui est vraiment une école. Je suis bien d'accord avec vous. Là, sur ce coup-là, je suis d'accord par rapport à télé-réalité. Tout ce c'est Love Story, mais Starac n'était pas une télé-réalité. C'est vrai. Alors, quel conseil on pourrait donner avant de lancer sa candidature? Pour faire Starac? Pour rentrer dans une... Oui. Mon Dieu, plein de conseils. Déjà, ne pas chanter dans son jardin avec le bruit du vent derrière qui cache sa voix. Essayez d'être filmé par quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui va vous dire que cette robe ne vous va pas du tout. Surtout, ne pas chanter avec un casque sur les oreilles. On ne sélectionne pas les chanteurs avec un casque sur les oreilles parce qu'on se dit, moi je chante très très bien si vous me mettez Whitney Houston dans les oreilles. Hein. Par contre, si vous enlevez le casque, c'est une catastrophe. Mais
de se mettre en valeur. C'est incroyable le nombre de, on dit plus cassette, hein, le nombre de candidatures qu'on reçoit, où la fille a les cheveux sales, ou... Alors, il y a une dégaine, c'est-à-dire que quand on a reçu la cassette de Georges Alain, il avait une tronche pas possible, mais il était tellement touchant en disant que ça le passionnait, qu'il avait envie de faire ça, que évidemment l'équipe B ou l'équipe A, on était l'équipe BA, l'a pris parce que ça nous donnait envie de le rencontrer. Mais quand on sait chanter, qu'on sait jouer du piano, qu'on se filme dans le noir ou dans son bain avec une coupe de champagne, bonjour, et que on reçoit une VHS avec quelqu'un qui est blonde comme ça, avec des colliers partout, dans son bain avec de la mousse, en disant « je rêve d'être chanteuse ». Bah non, on ne sait pas vraiment si tu rêves d'être chanteuse ou si tu rêves que Patrick Bruel t'attrape. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment soigner sa candidature et puis surtout donner envie, qu'on ait envie de vous rencontrer. Et surtout, peut-être chanter en français. Parce que c'est très intéressant, les candidatures qu'on reçoit qui chantent en anglais, mais on sélectionne en premier les artistes qui reprennent un titre en français. On peut reprendre un titre international quand on a aussi repris un titre en français. Après ces 2 dernières saisons de la Starac, le carton et la dernière en date, pourquoi ne pas revenir ? Alors d'abord parce que je suis trop vieille, ils me l'ont pas demandé, je dois pas être très bankable. Parce que ma carrière s'est faite ailleurs après la Star... Enfin, la Star Academy était en parallèle de toutes les émissions que je faisais avec ma société. Ensuite, en 2011, France Télévisions m'a appelé pour prendre la direction des divertissements et des jeux de France 2. À ce moment-là, pourquoi j'ai fermé ma société ? Parce que la télé-réalité avait envahi les écrans, les fictions avaient envahi les écrans à la télé, et il n'y avait plus d'émissions de divertissement. Donc, tout à coup, on me proposait un poste qui allait, moi, me permettre d'inventer et de créer des émissions. C'est comme ça que j'ai créé Prodige, Le village préféré des Français, Les copains d'abord, sur France Télé, mais je pense que ils me rappelleront pas, ils savent que j'ai une grande gueule et que je peux m'énerver quand je vois un chanteur ou un faux candidat, et que voilà. Mais vous savez, franchement, c'est 8 ans de ma vie extraordinaire, donc c'est 8 ans d'engueulade, de stress énorme, vraiment. Parce qu'en plus, j'avais sur les autres chaînes le Téléthon, le Grand Cabaret, Ça se discute, j'avais toutes les émissions en même temps. Donc, on était dans ma boîte à la fin une équipe de 12 personnes. On travaillait le jeudi et le vendredi, tous les 12 sur le plateau. C'était vraiment beaucoup de travail. Alors, on gère comment le stress ? On gère comment tout ce travail ? On gère pas du tout, hein. On crie, on s'énerve, on essaye d'être tout à fait détendu devant l'artiste qui vient nous demander pour la 16e fois de refaire son titre. Et surtout, on essaye de gérer, alors je vais essayer de pas être grossière, les candidats qui pensent qu'ils sont Whitney Houston et Michael Jackson, ou Pascal Obispo et Johnny Hallyday, et qui vous disent non, moi avec qui je chante, Pascal Obispo, non, je suis pas fan. Ou sur le plateau qui vous disent Nathalie, viens voir. Patrick Bruel, il chante pas plus que moi là. Non, je peux pas croire. Si. Ou quand vous réunissez les élèves et que vous leur dites, bon alors attention, aujourd'hui il y a une star internationale énorme, et qu'il y en a un qui est affalé dans le canapé et qui vous dit, ok super, mais Bruce Springsteen, on l'a pas. Voilà, donc je gérais plus mon stress par rapport à l'attitude des candidats, des élèves qui se prenaient très très vite pour des stars. Il n'y a pas de secret, les plus grandes stars sont les plus sympathiques, les plus petites stars sont les plus odieuses, et ça fait 40 ans que ça dure, et certainement avant moi. Donc,
quand les élèves de Star Academy auront compris que plus ils sont sympas, plus ils vont aller loin, on aura déjà fait un progrès. Je suis bien d'accord. Avec l'essor des réseaux sociaux, pensez-vous que les gens se divertissent de manière très différente ? Alors déjà, dans mon métier, les réseaux sociaux ont changé tellement de choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut découvrir un artiste sur Instagram, on peut découvrir un artiste sur TikTok, c'est le cas de Solane que je suivais depuis 3 ans et qui vient de signer dans une grosse maison de disques. Quand on est à mon poste, on reçoit des mails, on reçoit des messages sur Facebook, on reçoit des messages sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, quand avant, on avait 10 coups de fil dans la semaine de maison de disques qui géraient les artistes. Aujourd'hui, le métier est tellement différent. Les réseaux sociaux, ça a apporté... Aujourd'hui, on me reproposerait de faire des émissions d'humour comme j'ai fait, j'en ai fait beaucoup. Je ne le ferai pas parce que je sais qu'aujourd'hui, les humoristes préfèrent faire leurs sketchs sur Instagram, ils font plus de vues qu'à la télé. Donc, on va leur demander de venir, moi j'ai toujours combattu contre ça, on va leur demander de venir dans une émission pour faire un sketch. On ne peut pas sortir un sketch d'un spectacle. On va leur demander de venir faire un sketch, mais aussi de répondre à des questions, et puis de faire un jeu. Et puis, voilà, les humoristes ne sont pas là pour ça. Et aujourd'hui, la télé a tendance à prendre les humoristes, les chanteurs, pour des candidats de télé-réalité. C'est pas le cas. Donc, il y a très peu d'émissions. Il en reste quelques-unes, heureusement, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas remonter la société que j'ai montée il y a longtemps, parce que on n'interroge plus les artistes sur leur carrière, on n'interroge plus les humoristes sur leur sketch, on leur demande d'autres questions et de faire autre chose que leur métier. Donc, est-ce que c'est un conseil que vous pouvez donner à tous ces jeunes chanteurs qui ont envie d'exploser, de se faire connaître, de pouvoir rentrer sur les réseaux sociaux, de chanter? Ça reste une fenêtre quand même qui... C'est plus qu'une fenêtre. Aujourd'hui, un artiste qui n'a pas de vue sur Instagram, qui n'a pas de vue sur TikTok, un jeune artiste, ne sera pas signé dans une maison de disques. Aujourd'hui, un acteur qui n'est pas sur les réseaux sociaux a du mal à faire un film. On est dans une autre époque. Ce que je pourrais donner principalement à un jeune talent aujourd'hui, eh bien, c'est de travailler. Ce qui n'est pas du tout à la mode en 2024. C'est-à-dire que non, on n'a jamais fini de terminer et Julien Clerc prend encore des cours de chant. Je pense qu'il faut apprendre à jouer d'un instrument de musique, car aujourd'hui tout a changé. On n'est plus interprète comme l'était Sheila. Et surtout, quand on est interprète, on gagne moins d'argent, et aujourd'hui les artistes ne sont plus du tout rémunérés comme avant. Je conseillerais surtout d'être humble, de ne pas penser qu'au premier tube, on va devenir une star, et surtout de travailler, d'apprendre un instrument de musique, de s'entourer d'auteurs, d'aller chercher des nouveaux auteurs. De se former, et surtout de continuer à dire bonjour et à dire merci aux ingénieurs du son qui ont passé 4 heures à régler votre micro. Avec le sourire. Avec le sourire. Aucune émission, rien d'ailleurs ne se fait sans les techniciens. Et les techniciens sur un plateau de télé, quand ils sont maltraités, ils vous maltraitent aussi. Et c'est très intéressant de voir, moi j'adore travailler avec les techniciens, les cadreurs sont très importants. Si vous ne dites pas bonjour quand vous êtes en répétition à un cadreur, il va vous faire un plan de merde exprès. Et il aura raison. Si vous ne dites pas bonjour à l'ingénieur du son quand vous arrivez ou qui vous règle votre pied de micro, si vous ne lui dites pas merci, au lieu de dire « mon micro marche pas », ce qui arrive à peu près à 80%, je parle de la Star Academy, donc des élèves, votre micro il va marcher, mais à un moment donné il ne marchera plus, et tant que vous n'aurez pas dit bonjour. Restez humble. Comment on fait pour bosser avec des artistes qui souvent ne supportent pas la contradiction ? Est-ce que c'est toujours dur de devoir les caresser dans le sens du poil ? Mais j'ai pas l'impression que c'était trop votre truc à vous. Bien sûr que si, c'est mon métier. C'est-à-dire que mon métier, c'est si un artiste arrive dans les coulisses avant une émission, je sais qu'il va attendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Si je ne vais pas lui parler, lui porter un thé chaud avec du miel,
discuter de son album, lui dire que j'ai adoré la 5e chanson, que je pense que la 7e est un tube, et que je ne l'occupe pas psychologiquement avant de rentrer sur le plateau comme Union Libre avec Christine Bravo, où je savais qu'il allait manger un petit Suisse à la fraise grec pour savoir s'il allait l'aimer, où on allait lui faire tester des patins à roulettes et où on allait faire je ne sais quoi, ce qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, je n'aurais pas pu faire ce métier. Donc, un artiste, n'importe quel artiste, un acteur, un politique, un littéraire, n'importe quelle personnalité, quand elle arrive sur un plateau de télé, si vous dites « Bonjour, asseyez-vous, on vient vous chercher dans 1 heure », vous êtes mort, faites une émission pourrie. Donc, il y a 50% de psychologie. Il y a beaucoup d'amour déjà de notre métier, beaucoup de respect, de tolérance. Pas parce qu'un mec arrive avec 3 piercings dans le nez, un tatouage sur la figure que c'est peut-être le génie de demain. C'est ça qui fait cet extraordinaire métier. C'est quand vous êtes en studio, que vous arrivez pour écouter un album, qu'il y a un mec à droite qui est assis, qui a une tronche en biais et vous demandez s'il n'a pas pris un truc avant de venir, et que tout à coup on vous fait écouter une chanson qu'elle est extraordinaire et qu'on vous dit c'est lui qui la chante. Ah là vous dites, voyez, j'aurais pas dû penser ça en arrivant dans le studio. Donc il faut une singularité aussi. D'abord, il faut, en tout cas dans ce que je fais, écouter les albums. C'est très difficile aujourd'hui parce qu'avec les plateformes, on a plus qu'on avait sur le vinyle, alors, sans faire vieille abruti, mais sur le vinyle. Alors, maintenant, Deezer, Spotify s'y mettent, mais avant, on écoutait un vinyle, on regardait les crédits. Qui était l'ingénieur du son, qui était l'arrangeur, pourquoi il avait fait cette chanson, qui faisait ce duo avec lui. Maintenant, on est sur Qobuz, alors on cherche, on regarde si c'est marqué, puis c'est pas marqué. Alors maintenant, ils font des progrès, ils commencent à le marquer. Mais on ne reçoit pas un artiste, ni une personnalité, sans avoir vu sa pièce, vu ses sketchs, écouter son album et été voir son film. C'est un échange. Donc, il y a encore des programmateurs qui ne font pas ça, et c'est un tort. Aujourd'hui, Nathalie André est-elle heureuse ? Bien sûr, je suis sur une radio populaire qui correspond à l'âge que j'ai. Je suis dans le groupe Radio France. Je travaille avec des gens formidables et 44 locales en France avec des équipes qui sont là depuis très longtemps. Et je travaille et je fais le métier que j'aime, c'est-à-dire découvrir des talents. Ça a toujours été mon objectif. J'en ai découvert beaucoup. J'espère en découvrir encore. Et c'est ce qui fait peut-être ma carrière aujourd'hui. Avez-vous des projets ? Ah, tout à fait. Alors, les projets, j'ai envie de vous dire, ce sera la retraite, après avoir travaillé jour et nuit, 44 plus ans, ça le y est. week-end. 44 ans, 2 métiers, c'est pas pareil. Oui, non, c'est ce que j'ai dit, pardon. Ce sera... Mes projets, c'est peut-être enfin de travailler, en tout cas en faisant un peu plus attention à ma famille, à mon fils qui vient de signer dans une grosse maison de disques et qui ne passera jamais sur ma radio parce que ce n'est pas le style de musique qu'il fait, mais voilà, être plus attentive peut-être aux gens qui m'entourent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Oh là là, une belle vie, des potes, de toujours me marrer et de continuer à avoir cette fidélité qu'ont les artistes avec moi comme moi je les ai avec eux. Je l'ai avec eux. On va finir par un petit speed quizzing rapide. Oh la vache. Vous êtes prête ou pas ? Ça dépend. Allez, on y va. L'artiste le plus compliqué à être allé chercher ? P. Diddy et Jamiroquai qui m'a traité de pute en marchant dans les couloirs de Star Academy. Oh, votre saison... Je suis vulgaire, mais c'est ce qu'il m'a dit. Votre saison préférée ? Forcément la mienne, la 3, avec Élodie Frégé et toute la bande des cintrés, là, trop sympathiques, parce que je les adore, ces élèves. Georges Alain ou Paxi ? Alors, Pachi, pour son talent de compositeur, il a composé beaucoup de belles chansons. D'ailleurs, il a un album qui vient de sortir avec un single qui est très très beau. Et Georges Alain pour sa folie. Et puis, parce que c'était un beau mec, Georges Alain. Votre plus grande fierté ?
Ah bah d'avoir fait venir Stevie Wonder, Madonna, Johnny Depp dans une émission. Ouh là là, j'en ai beaucoup des fiertés. Ma plus grande fierté, je pense que c'est toujours le dernier métier que je fais. Johnny Hallyday ou Stevie Wonder? C'est incomparable. Évidemment. Incomparable, les deux. Élodie Frégé ou Grégory Lemarchal? Alors, Élodie, parce que c'est vraiment un coup de cœur et une bagarre qu'on a eue à TF1 où personne n'en voulait, à part Franck Firmin-Guillon qui bossait avec moi à TF1. Et je voyais le potentiel de cette fille extraordinaire et impossible de déterminer, parce que Grégory Lemarchal, c'est des souvenirs tellement merveilleux que ça peut me donner la larme à l'œil à chaque fois que je parle de lui. Un projet que vous aurez aimé faire? Que j'aurais aimé faire? J'aurais aimé être comédienne de théâtre. Bah, on peut encore. Hein. Bien sûr, ils sont au taquet, tous les casting directeurs m'attendent et puis c'est fini. Mais j'aurais adoré. J'adore faire rire et j'aurais adoré faire rire sur scène. Cours de danse ou cours de chant? Ah bah cours de chant, cours de danse, mon Dieu, je suis une cata. Faut être gaulé pour en faire de la danse. Votre plus grand regret? Que mon père n'ait pas vu ma réussite. Ma réussite entre guillemets, mais que mon père ne l'ait pas vue. Cours Florent ou cours Anna? Cours Florent, oh bah cours Anna parce que vous êtes en face de moi, mais cours Florent obligatoire parce que les plus grandes stars en sont sorties. Celle-ci, elle n'était pas prévue. Nathalie André, merci 1000 fois. Bah merci à vous, c'est chouette. Et bonne chance à vos élèves. Bah oui, il faut. Hein. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur Deezer, Spotify, notre chaîne YouTube et Au Micro avec Johanna. Merci et à bientôt.